Les mythes et légendes autour de croyances mystérieuses du Nippon de Heian ont nourri un bon nombre d'histoires populaires. Des contes d'antan aux licences modernes. On retrouve beaucoup de fables autour de démons malins, de divinités prêtant leur pouvoir aux mortels. Au cœur de tout cela, on retrouvait souvent des principes de contrôle et d'équilibre. Des préceptes venus de Chine tels que le yin, le yang ou encore les 5 éléments de la nature. La compréhension et la maîtrise de cet équilibre conféraient un contrôle spirituel inouï que seuls les grands maîtres savaient utiliser. Basée sur les concepts forts du Tao, la pratique de ces arts occultes ont façonné le paysage ésotérique et religieux du Japon ancestral. Hello YouTube! Ce mois-ci, c'est Invocation et pouvoir mystique. On va s'intéresser à l'Onnyodo. Parfois sorcier, parfois combattant surpuissant, parfois exorciste et parfois aussi devin, imaginez-vous ce que serait un marabout à la cour impériale et vous aurez un Onmyoji. Heian, c'est une période de richesse culturelle et d'intérêt énorme pour la culture venant de Chine. Le Japon importe ainsi tout plein de concepts et principes qui vont être une base durable pour façonner la culture du pays. Mysticisme, taoïsme, bouddhisme, confucianisme. La cour prenait tout. Wow, des grosses bêtes magiques aux points cardinaux. Mais je prends. Ah, vous m'êtes bien sympathique. Allez, je vous mets quelques concepts d'organisation politique en rab. Bon voilà, il y avait du bon et du moins bon. Parce qu'avec tout ça, un nouveau système de loi fut instauré. Le Ritsuryo, qui construit à la fois un code pénal et un code administratif, largement inspiré du confucianisme. Et ce système était sous la juridiction du bureau Onmyo, ce qui leur confère beaucoup de pouvoir politique, surtout pour des astrologues. Ouais. Parce que oui, le Onmyo, c'est littéralement le yin-yang. Donc grosso modo, c'était des experts du Tao. Ils pratiquaient essentiellement de la cosmologie, de l'occultisme et ce qu'on connaissait de sciences naturelles de l'époque. Ce n'est que 12 siècles plus tard qu'on leur retire leur statut de haut fonctionnaire. Il a quand même fallu attendre le 19e siècle pour que l'Onnyodo soit considéré comme de la superstition et devienne carrément interdit. Bien qu'en réalité, leurs responsabilités politiques ont été remises en question dès que le shogun prit le pouvoir. Mais d'ici là, leurs tâches à la cour ne leur permettent pas de chômer. Responsables du calendrier, divination, protection de la capitale, exorcisme... Il paraît entre autres qu'ils étaient capables de générer des Kekkai, ces sortes de champs de force qui scellent les démons. Les démons d'ailleurs, c'est un peu le quotidien de l'Onnyoji après tout. Pour justifier leur position au sein de la cour, ils combattaient les esprits vengeurs. Dans pas mal de cas d'ailleurs, des esprits vengeurs d'opposants politiques morts dans des conditions un peu louches. En tout cas, c'était une croyance très populaire à l'époque. Il est dit qu'ils pouvaient affronter des armées de démons et même en utiliser en combat comme des familiers. Ces monstres prennent alors l'appellation de Shikigami. Mais bon, ils étaient invisibles, parce que seuls les grands maîtres Onmyoji peuvent les voir grâce à leur grand pouvoir. Et du coup, fallait les croire sur parole. Parmi les grands pipoteurs, je veux dire Onmyoji, on retrouve Abe no Seimei, qui avait, disait-on, un grand nombre de Shikigami tout autour de sa demeure. Mytho. En fait, une grande partie de ce qui faisait l'Onnyoji s'inspire du Fash, un sorcier / exorciste taoïste. Autant vous dire qu'au-delà de frimer avec ses amis imaginaires, l'Onnyoji devait maîtriser sur le bout des doigts les concepts du Tao. Bien sûr, parmi les bases, on avait le yin-yang, la dualité que vous connaissez tous, mais un autre concept important, c'est le wuxing, les 5 éléments de la nature. Et oui, n'oubliez pas que le Tao en Asie, ça imprégnait tout. La philosophie, la politique, la religion, les arts martiaux, la médecine et même l'aménagement. Le wuxing est partout. Ainsi, les éléments représentés étaient le feu, l'eau, la terre, le bois et le métal. Les 5 éléments répondent les uns aux autres, s'amplifiant, se neutralisant. Ils seraient à l'origine de l'équilibre de notre monde physiquement et spirituellement. Et comme dans Pokémon, on peut prendre le concept comme ça, en disant que les éléments interagissent de la même manière que les types.
Mais les éléments, c'est plus une façon d'imager les choses en fait. Par exemple, le feu ça brûle et la terre apporte de la stabilité, mais en cherchant plus loin, un mouvement ascendant est associé au bois et un mouvement descendant est associé à l'eau. Pareil pour les formes, le triangle est associé au feu, tandis que l'eau est plus circulaire. Ouais. Dans la plupart des arts martiaux et disciplines physiques puisant leur philosophie dans le Tao, les dynamiques entre les 5 éléments sont similaires à celles des formes de combat. Ici, le Wuxing tient une place particulière. Bref, c'est des techniques de combat que les Onmyoji peuvent difficilement ignorer, puisque la culture populaire les imagine volontiers comme des grands combattants. Leur capacité à dialoguer avec les esprits fait qu'on les imagine facilement capables de soulever des armées de bêtes invisibles. Le concept de maîtrise des animaux spirituels est d'ailleurs repris dans la version originale d'Onitama. Voilà, j'aimerais attirer votre attention sur le fait que j'ai choisi de traiter le thème de la version japonaise d'Onitama, parce que ça fait sans doute plus de sens avec les sujets de la chaîne. J'espère que les fans de la version occidentale ne m'en voudront pas, d'autant que j'utiliserai cette dernière dans la prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Tchuss!